Eh bien bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Moi je suis là aujourd'hui pour vous parler de mots de passe, du moins d'absence de mots de passe même, plus exactement. Et avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je suis Quentin, je suis développeur full stack à la Maïf où je développe des solutions open source. Donc il y a quelques années de cela, en 2017-2018, la Maïf elle a décidé de développer en interne toute une stack autour des API et d'open sourcer une partie de cette stack. Donc la grosse bébête sur le Tori, c'est Autoroshi. Et c'est notre solution d'API Management Reverse Proxy développée en Scala. Le petit bonhomme avec le marteau, c'est Daikoku, qui est le portail de développeurs self-service lié à Autoroshi. Et la dernière avec la faux, c'est Izanami, et c'est notre application de gestion de feature flag. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus dans les détails, je ne suis pas là pour ça, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le Maïf GitHub.io, on a la liste de tous les produits qui sont open sourcés par la Maïf, et si on se croise et que vous voulez en discuter, il n'y a aucun problème. Et donc moi je suis ici pour vous parler de Passkey. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une nouveauté entre guillemets, parce que c'est arrivé en 2022-2023, qui a une toute petite ambition, c'est d'enterrer l'usage de nos mots de passe actuels en se basant sur une norme, WebAuthn, donc pour Web Authentication. C'est une norme qui a été co-rédigée par la W3C et la FIDO Alliance, qui est sortie de son niveau 2 en 2021. Et cette norme, elle a une toute petite ambition, donc comme je disais, remplacer les mots de passe par des clés cryptographiques. Le tout pour une authentification forte, sans mot de passe, résistante au phishing, en mettant... Ça clignote vraiment? On le fait sans slide au pire. Ça va être vraiment simple. Le tout en mettant à disponibilité de vos applications une API dans le navigateur qui vous permettra d'accéder à des nouveaux facteurs d'authentification du style facteur biométrique et appareil physique comme une clé FIDO. Donc avant d'aller plus loin, on pourrait se demander pourquoi on veut remplacer nos mots de passe. Ça fonctionne très bien, ok. Après, donc, je pense que du coup, on n'est pas dupe. Les mots de passe, on est en train de se les faire tous voler là, un par un, j'ai l'impression. Du coup, toutes les semaines, il y a un leak de mots de passe. Moi, personnellement, je trouve que du coup, les mots de passe, de plus en plus, ça devient une user experience un peu chaotique. On doit régulièrement changer les mots de passe, faut qu'ils soient longs, faut qu'ils soient compliqués, faut qu'on les change tous les 2 mois. On a des codes OTP à saisir. On se retrouve à avoir entre 30 secondes et 1 minute pour se loguer. Ce que la W3C, elle dit quand elles ont commencé à réfléchir à WebAuthn, c'est que ça a un coût tout ça, en vrai. Quand on se retrouve à devoir gérer des envois de SMS pour envoyer un code OTP, enfin un code de double facteur d'authentification, il faut le payer ce SMS. Si vous avez des milliers, des millions d'utilisateurs, du coup, c'est suffisamment coûteux pour se dire qu'on peut peut-être essayer de réfléchir à quelque chose pour le remplacer. Et donc du coup, là-dessus arrivent les passkeys. Donc les passkeys, par rapport à WebAuthn, c'est ni plus ni moins que l'implémentation de la norme directe, avec un truc un peu plus user-friendly, c'est que les clés crypto qui vont être générées par WebAuthn, elles vont être stockées dans des devices. Donc ces devices, on va les appeler les authenticators. Globalement, c'est des gestionnaires de mots de passe en vrai, hein, du coup, pour la plupart. Et du coup, ces authenticators, ils sont synchronisés dans le cloud. Donc en fait, votre passkey, quand vous allez la générer, elle va être disponible sur votre téléphone, sur sur tous vos appareils. En vrai, je ne vais pas faire la liste. C'est arrivé en 2022 par iOS. Et en 2023, il y a à peu près tous les gestionnaires de mots de passe qui se sont engouffrés dans la brèche et qui proposent la gestion des passkeys. Bon, maintenant, du coup, c'est pas parce que les gestionnaires de mots de passe les proposent que du coup les sites les proposent. Du coup, moi, je les ai découverts il y a 1 an et demi, je crois, 2 ans. GitHub et Auth0 les proposent, mais maintenant, il va falloir que ça se propage. J'ai un peu l'impression que de plus en plus on nous les propose, mais du coup, on va voir pourquoi c'est vraiment excellent. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant comment on crée, enfin c'est quoi le flow d'une création de passkey et comment on l'utilise. Donc là, du coup, il y a 4 acteurs principaux dans le flow. Vous allez avoir votre utilisateur, forcément, une application, donc un front-end ou une app mobile, le back-end,
Et le dernier, c'est donc l'authenticateur, donc qui sera le gestionnaire de mot de passe là, dans le cas précis. Donc on va partir du principe que votre utilisateur il s'est déjà connecté une fois, donc il a créé son compte, il a sa session qui est active, et il va dans ses settings et il demande la création d'une passkey, où on lui a un peu forcé la main. Et là, le front, il va rien faire. En fait, il va juste propager au back la demande en demandant au back de créer, de démarrer la création de passkey pour l'utilisateur connecté. Côté back, on va faire un truc assez simple dans un premier temps. On va générer un challenge, donc une chaîne de caractères aléatoires. Et on va renvoyer tout ça au front avec un certain nombre d'options. Donc dans les options obligatoires, il y a le RPID. Donc c'est l'identifiant technique qui va identifier votre app. Et c'est pas n'importe quoi, c'est le nom de domaine ou un sous-domaine, mais c'est obligatoirement ça. Sinon, de toute façon, l'API, elle va planter. Dans les options obligatoires aussi, c'est la liste des algos de signature que votre back il est capable de truster. Pareil, c'est pas pour rien, c'est que du coup sinon il y a un moment donné ça va pas fonctionner. C'est un peu dans la même mécanique que dans TLS où en fait on file les algos au moment du hello là du coup. Et donc on renvoie ça au back qui va lui, pareil, faire un truc assez bête. Il va juste appeler l'API de WebAuthn pour créer, créer les clés et en lui filant ce que le back lui a fourni. Donc là, il y a deux acteurs qui se réveillent. Il y a l'authenticateur et l'utilisateur. Donc l'authenticateur, il va juste faire proposer à l'utilisateur de créer la passkey, mais par contre, il va lui demander si c'est vraiment lui qui l'a demandé. Et c'est à ce moment-là que l'utilisateur, il va devoir soit rentrer son mot de passe de confiance, soit mettre son doigt ou utiliser Face ID. Et si l'utilisateur est d'accord, l'authenticateur, il va créer le couple de clés. Il va signer le challenge qu'on lui a fourni avec la clé publique. Il va enregistrer la clé privée, bien entendu. Et il va renvoyer tout ça au front. Alors, il va renvoyer le challenge signé, il va renvoyer la clé publique, il va renvoyer l'algo de signature qu'il a utilisé. Et il va renvoyer le dernier truc, c'est le Credential ID, qui est un identifiant technique qui permet de récupérer les clés qu'on verra après. Donc là, le front plutôt, désolé, il va pareil faire seulement passe plat. Il va renvoyer au back en disant on va pouvoir terminer la création de passkey. Et là, votre back, du coup, il va récupérer dans l'attestation toutes les informations que je viens de dire. Il va vérifier que le challenge est bien signé. Et si ça lui semble cohérent, si on est dans le temps imparti, parce que du coup il y a d'autres mécaniques de sécurisation forcément, mais du coup je ne vais pas m'attarder, il va récupérer la clé publique, récupérer le Credential ID, stocker aussi l'algo de signature, parce qu'on en aura besoin après, et il va associer tout ça à votre utilisateur. Et là du coup, votre utilisateur, on va juste lui informer que sa clé elle a été créée. Comment on l'utilise maintenant? C'est quasiment le même flow. Alors, je me fais juste une toute petite parenthèse là, parce qu'en gros, on va être dans un cas de figure particulier dans l'utilisation des passkeys. Je vais vous présenter le flow passwordless, c'était dans le titre. Du coup, on ne veut plus utiliser de password. Par contre, du coup, c'est très particulier parce que ça nécessite de gérer de bout en bout votre utilisateur. Si vous avez une connexion LDAP, OpenID ou je ne sais quoi, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, vous allez devoir renvoyer alors pour LDAP le mot de passe. Et pour OpenID, c'est OpenID qui gère ce qui va se passer pour authentifier l'utilisateur. Par contre, dans ces cas-là, vous pouvez quand même utiliser les passkeys comme double facteur d'authentification, ce qui sera toujours plus rapide que de recevoir un SMS ou d'aller chercher le code OTP sur le téléphone. Donc là, l'utilisateur, il se connecte avec une passkey, donc il renseigne son nom d'utilisateur, et puis du coup, il fait connecter. Dans le même esprit, on appelle le back nous renvoie un challenge, les options. Donc là, les options sont beaucoup plus light, il y a juste le RPID, donc l'identifiant technique. Et on appelle l'API WebAuthn pour récupérer une clé, là, dans ce cas-là. La mécanique, c'est que du coup, l'utilisateur il va avoir une petite pop-up avec toutes ses clés disponibles pour le nom de domaine actuel. Il va choisir la clé qui lui convient. Et là, du coup, normalement, l'authenticateur, il est intelligent, il va juste lui dire soit vous l'avez démarré avant, vous avez renseigné votre mot de passe, soit il lui dit vous êtes vraiment certain de choisir celle-ci, mettez votre Face ID ou votre empreinte digitale, vous validez bien l'action.
Et du coup, là, il a enregistré toutes les données précédemment, donc il va pouvoir signer le challenge avec le même algo et la clé privée qui avait été générée. Et il va renvoyer, pareil, un objet attestation avec un peu moins d'informations, mais du coup suffisamment pour qu'on puisse aller récupérer notre utilisateur côté back une fois qu'on a vérifié la signature du challenge. Et là, votre utilisateur, il est logué. En quelques instants, je vous promets. Et, du coup, c'est là pour le coup, l'utilisateur expérience, elle est vraiment, il a cliqué, il a choisi sa clé, il n'a rien fait d'autre que du coup ça pour être logué. Niveau intégration dans votre projet, comment ça se passe? Eh ben, il y a deux solutions. Il y a la solution du développeur qui se dit je vais me retrousser les manches et je vais coder mes algos de signature et les vérifications. C'est sympa, ça se fait. De toute façon, il n'y en a pas 50 000. Enfin, il y en a pas mal si vous le souhaitez, mais du coup, vous pouvez vous limiter à 2 ou 3, je crois. C'est du boulot, mais ça se fait parce que du coup, les flows sont pas immenses. Par contre, si vous voulez pas le faire, il y a des librairies pour ça, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Franchement, je pense qu'il y en a dans chaque langage, que ce soit côté front, que ce soit côté back. C'est plutôt cool. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que WebAuthn, du coup, c'est la W3C. La W3C, elle se dit que de toute façon, ils n'ont pas besoin de sursécuriser leur API parce que du coup, il y a un truc qui s'appelle TLS et HTTPS. Et du coup, ils vont se baser sur ça pour sécuriser les échanges au besoin. Donc en fait, WebAuthn ne fonctionne que dans un environnement sécurisé. Donc il vous faudra avoir un certificat, une autorité de certification valide, sauf si vous êtes sur localhost. Si vous voulez dev, du coup, ça marche. À partir du moment où vous êtes en local, mais avec un autre nom de domaine que localhost, il vous faudra absolument ces certificats et cette autorité de certification. Le dernier truc à savoir, c'est que les échanges entre les authenticators et le reste du monde, ça se base sur une autre norme qui est acoquinée à WebAuthn, qui est la norme Setup, et qui les oblige à utiliser un format binaire dans les échanges. Ce format, c'est le CBOR. Alors moi, je ne le connaissais pas avant de faire la presse, enfin avant même d'implémenter les passkey. Le CBOR, c'est pour Concise Binary Object Representation. C'est un format assez similaire à JSON, mais du coup, c'est juste illisible. Mais par contre, c'est binaire, c'est très léger. Et c'est pas pour rien qu'on utilise le CBOR. C'est parce que le protocole setup, là, il dicte du coup que les échanges entre l'authenticator et l'API WebAuthn, elles peuvent se faire de plusieurs manières. Donc quand c'est, là moi dans mon cas, mon Bitwarden qui est un plugin de Firefox, ça va utiliser les protocoles de communication au niveau de la machine, ça va aller super vite, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Par contre du coup ça peut utiliser du Bluetooth, de l'USB, jusque là encore pas de souci. Par contre du NFC ça devient un peu touchy. A priori le NFC, la bande passante elle est ultra limitée. Et du coup, il faut envoyer les objets les plus légers possibles. Et du coup, le CBOR, il est là pour ça, parce qu'en vrai, c'est vraiment, a priori, un format qui est très léger et vraiment fait pour les échanges en faible bande passante. Et du coup, je mets en bas à droite les Chrome DevTools. Eh ben, c'est parce qu'en fait, les DevTools de Chrome, ils ont une option à activer. C'est un peu caché, mais par contre, on peut activer l'option WebAuthn dans les DevTools. Et là, pour le coup, ça va prendre place comme étant authenticator. Et vous allez pouvoir manipuler l'authenticator comme vous le souhaitez. Et c'est vraiment cool si vous développez vous-même les algos de signature, parce que du coup, vous allez pouvoir choisir quel algo de signature